Donc le topo que je vais vous présenter a été fait avec l'aide de Mathilde Caillès, qui est praticien hospitalier dans le service et qui est la correspondante du centre de compétences des micro-angiopathies thrombotiques. Et bon, comme je n'ai pas assisté au début, peut-être qu'il y aura quelques petites redondances, vous m'en tiendrez par rigueur, j'espère. Voilà, donc 5% des syndromes hémolytiques et urémiques de l'enfant sont des CHU atypiques, et la cause principale est l'absence de régulation, la dérégulation de la voie alterne du complément, ce qui concerne pas loin de 70% des CHU atypiques chez l'enfant. Cette voie alterne du complément, je pense que ça vous a été bien exposé maintenant, qui vise à maîtriser l'infection par les agents microbiens, effectue un contrôle négatif. Donc on connaît bien ce mode de contrôle, c'est-à-dire qu'il s'agit de diminuer une activité maximale et de la maîtriser. Et lorsqu'il n'y a plus cette régulation, cette activité est auto-entretenue et vient détruire et attaquer la cellule endothéliale et donner la micro-angiopathie thrombotique. Alors, c'est une analyse des mécanismes physiopathologiques qui nous permet ensuite de mieux comprendre la maladie, et on peut avoir... Donc on peut répartir les syndromes hémolytiques et urémiques en fonction de l'âge de survenue, et on peut voir ainsi qu'il y en a certains qui viennent plutôt pendant la période pédiatrique et au début de la vie, et puis d'autres qui sont un peu plus tardifs, quelques-uns pendant plus spécifiques de la grossesse, et puis quelques autres à l'âge adulte. Quand y penser, alors classiquement on dit que quand il y a un syndrome hémolytique urémique qui n'est pas accompagné par de la diarrhée, chez les anglo-saxons c'est avec un D-, il faut penser à un syndrome hémolytique et urémique atypique. En réalité, quelquefois, je vais essayer de l'illustrer tout à l'heure avec des cas cliniques, il peut y avoir un syndrome hémolytique et urémique avec une diarrhée, mais quelques critères nous permettent quand même de suspecter qu'il y a un fond ou une base liée à une anomalie du complément. C'est quand l'âge est inférieur à 6 mois, quand il y a un début un petit peu insidieux et qu'on n'arrive pas à faire vraiment le lien avec une infection intestinale, lorsque ces syndromes hémolytiques et urémiques rechutent, et lorsqu'ils s'accompagnent d'une anémie difficile à expliquer, d'une hypertension artérielle sévère, et bien entendu lorsqu'ils surviennent après transplantation ou dans un contexte de maladie familiale. L'âge au diagnostic, vous l'avez vu, ça peut se manifester à tout âge, mais ça peut aussi se manifester très très près de la naissance. 70% des syndromes hémolytiques et urémiques atypiques vont se manifester avant 2 ans, mais un quart d'entre eux peuvent avoir une manifestation même avant 6 mois. C'est donc des nourrissons qui sont concernés par cette maladie. Et l'âge, comme on l'a vu tout à l'heure, peut orienter vers certaines causes précises. Par exemple, une anomalie du facteur H ou du facteur I va entraîner un début très précoce, parce que comme il n'y a plus cette régulation, le système va s'emballer et très rapidement il va y avoir la manifestation clinique. Et puis on a certains autres qui vont apparaître un petit peu plus tard, au moment où il va y avoir la rencontre avec un pathogène qui va générer par exemple l'activation du complément qui ne pourra plus être régulé, et encore un petit peu plus tard chez les préadolescents et les adolescents. J'essaierai d'illustrer ça tout à l'heure avec la génération d'anticorps anti-facteur H, c'est-à-dire que c'est le système humain de l'enfant qui va fabriquer un anticorps qui va bloquer la fonction du facteur régulateur. Alors sur le plan clinique, le plus souvent c'est une présentation brutale avec ce qu'on appelait un syndrome néphroanémique, une atteinte rénale en général explosive, et donc on attend qu'elle soit réversible. C'est une insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas une maladie chronique qui s'est installée lentement. Et une anémie qui est importante et qui est en général symptomatique. Les enfants sont pâles, ils sont fatigués, il y a un essoufflement important, et lorsque les plaquettes sont très très basses, il peut y avoir des manifestations liées à cette baisse des plaquettes, comme des pétéchies ou des petites lésions qui se remarquent sur la peau. Il y a une stimulation infectieuse très souvent, dans plus de la moitié des cas, le trigger infectieux qui va déclencher l'ensemble
de la cascade. Il est souvent non spécifique et Véronique vous a dit tout à l'heure qu'on avait remarqué qu'au cours de la grippe H1N1, il y avait quelque chose de spécifique. On a essayé d'aborder quelques-uns de ces mécanismes. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que ça peut être le déclencheur de cette syndrome hémolytique et urémique. Il y a aussi des formes vasculaires avec une atteinte des vaisseaux cérébraux et des accidents vasculaires cérébraux ou des atteintes ischémiques qui peuvent être décrites. Et puis, il y a des formes insidieuses ou progressives avec c'est une source d'erreur diagnostique ou d'errance diagnostique au début, lorsque le début n'est pas aussi brutal que dans les formes habituelles. Les complications, elles vont guider le traitement initial symptomatique. La première d'entre elles, c'est la défaillance rénale. Lorsqu'il n'y a plus de fonction rénale, la diurèse va diminuer, et lorsque la diurèse va diminuer, ça peut aboutir à un état d'anurie, et avec une surcharge volumique qu'on va devoir prendre en charge, une hypertension artérielle, et parfois un édème pulmonaire, c'est-à-dire que l'organisme n'arrive plus à éliminer l'eau et le sel en trop, et que les manifestations cliniques sont en rapport avec cette surcharge. Il y a aussi des complications métaboliques à type d'hyperkaliémie ou d'hyponatrémie qui peuvent être d'autant plus importantes que l'hémolyse est au devant du tableau et donc on libère à l'intérieur de l'organisme de grandes quantités de potassium et ce potassium ne peut plus être éliminé par le rein qui est insuffisant et donc ça amène un certain nombre de complications cardiaques. On en arrive ainsi aux atteintes extra-rénales qui concernent environ 20% des cas, avec des atteintes cardiaques, pulmonaires, tous les organes peuvent être concernés par ces atteintes extra-rénales. Et donc on va mettre en œuvre des traitements qui eux-mêmes peuvent avoir un certain nombre de complications. L'évolution, quand on regarde sur l'ensemble des cohortes à partir du premier épisode, il y a une mortalité qui n'est pas négligeable. Alors il y a 8% de mortalité sur l'ensemble des cohortes qu'on a à notre disposition. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, probablement que ces chiffres sont un peu modifiés par l'amélioration de la prise en charge initiale. Et quand on regarde le pourcentage d'insuffisance rénale chronique terminale dans ces cohortes, quand elles sont prises toutes ensemble, il n'y a pas loin d'un quart de ces enfants qui risquent d'arriver à un moment donné au stade de l'insuffisance rénale en dialyse. Les rechutes sont fréquentes, d'autant plus fréquentes que le type d'anomalie est identifié. On peut savoir que dans certains cas, il y a des rechutes plus fréquentes que dans d'autres. Et on sait aujourd'hui, sur l'ensemble de ces cohortes, qu'il y a environ la moitié des enfants qui ont des reins non fonctionnels après 5 ans. Donc c'est quand même une maladie qui est encore une maladie grave. C'est encore une maladie qui a un retentissement fonctionnel très péjoratif, au moins pour l'atteinte rénale. Et on voit que lorsque ces enfants sont pris en charge en dialyse et puis qu'ils sont transplantés, le risque de récidive sur le greffon est un risque important. Et le pronostic, c'est difficile de donner un pronostic précis au début de la maladie, mais on sait maintenant probablement qu'il est un peu différent en fonction du type de mutation. Je vais passer un peu plus vite sur ce tableau pour parler des traitements, puisque c'était ça l'objet. Quand on a bien compris l'ensemble des complications et l'ensemble des atteintes, on peut s'intéresser aux types de traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Il y a 2 temps à considérer dans cette prise en charge. Il y a la phase aiguë avec un traitement qui est plutôt symptomatique et qui est basé essentiellement soit sur l'apport de la protéine qui est déficitaire, soit sur le fait d'enlever un élément qui va venir aggraver le syndrome hémolytique et urémique. Et puis il y a une phase secondaire lorsque la maladie est stabilisée, de savoir si on a réussi à stabiliser cette maladie en dehors d'une atteinte rénale, eh bien on peut prendre en charge un traitement en apportant la molécule qui manque et qui n'est pas efficiente dans le traitement. Et il y a quelques cas qui ont été décrits, je vais les aborder brièvement, de transplantation, c'est-à-dire où en remplaçant le foie du patient, on arrive à permettre à ce patient de refabriquer le facteur qui est déficient. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de l'éculizumab, même si ça a beaucoup transformé les choses, parce que je pense qu'il y aura un topo complet là-dessus. Le traitement symptomatique, c'est la transfusion de globules rouges quand il y a une anémie trop importante, mal tolérée par l'enfant. La maîtrise de la pression artérielle, parce que dans ce contexte de microangiopathie thrombotique, lorsqu'il y a une hypertension artérielle trop importante, ça peut avoir des manifestations cliniques
surajoutée à celle du syndrome hémolytique urémique. Et puis, il faut poser l'indication de la dialyse au bon moment. C'est-à-dire avant d'avoir les complications de l'insuffisance rénale aiguë, l'édème pulmonaire dont on a parlé tout à l'heure, et puis en fonction de l'âge et en fonction de la suspicion qu'on peut avoir du besoin ou non de faire des échanges de plasma, eh bien on peut réfléchir entre le recours à l'usage de techniques de dialyse péritonéale ou de techniques plutôt d'hémodialyse qui nous permettent ensuite de faire des échanges plasmatiques. L'hémodialyse par rapport à la dialyse péritonéale impose de poser un cathéter central dans une voie veineuse et impose d'avoir un centre qui est susceptible d'avoir recours à ces techniques de plasmaphéreuse. Le traitement historique, c'était le plasma frais congelé, c'est-à-dire du plasma qui est prélevé chez des donneurs qui présentent donc tous les constituants, y compris les fractions du complément qui sont suspectées être déficitaires. Les échanges plasmatiques, ça consiste à faire passer le sang du patient à l'intérieur d'un filtre, à en enlever une grande partie et à le remplacer. On peut ainsi apporter de plus grandes quantités de plasma avec les facteurs déficitaires, mais on peut aussi, dans certains cas, lorsqu'on considère par exemple qu'il y a la fabrication d'un anticorps qui va bloquer la fonction du facteur H, enlever cet anticorps et stopper le cercle vicieux de la cascade du complément. Donc, le choix de la technique, il est un peu théorique, mais il est aussi très pratique parce que ça dépend de où ça se passe, si on a accès à ces techniques, du gabarit de l'enfant et de la possibilité de mettre en place un cathéter de gros calibre pour faire des échanges plasmatiques de façon très précoce. Et cette réflexion, nous la menons au cas par cas parce qu'à chaque fois, on sait qu'il y a des complications et des effets indésirables de la mise en place de ces cathéters de gros calibre, avec pas loin de 50% de complications infectieuses ou vasculaires. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que plus vite on va mettre en route le protocole thérapeutique, mieux ce sera pour l'enfant. Voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire de l'organigramme, en tout cas de la façon de réfléchir. Dès qu'on a un diagnostic de syndrome hémolytique et urémique atypique, on va réfléchir à la plasmathérapie, soit simplement substitutive, soit aux échanges. Et après le premier mois, une fois qu'on a stabilisé à peu près la maladie, il n'y a pas de consensus, c'est-à-dire c'est vraiment au cas par cas. Ce qui a totalement changé notre prise en charge de ces enfants qui sont parfois très jeunes, c'est la collaboration avec le laboratoire et la définition de l'existence d'un anticorps ou d'une mutation bien précise, parce que ça peut nous aider à modifier un petit peu notre attitude thérapeutique. Et en fonction du type d'agent pathogène qu'on a identifié, on peut savoir, je vous parlais tout à l'heure des anticorps anti-facteur H, lorsqu'il y a des anticorps anti-facteur H, on a très envie de faire des plasmas, des échanges plasmatiques pour enlever cet anticorps et ensuite bloquer la production des anticorps pour essayer d'aller plus loin. La transplantation, je vous ai dit qu'on en parlerait brièvement. Le foie synthétise tous ces facteurs et il y a maintenant dans la littérature quelques cas où des patients qui étaient totalement déficients de ces facteurs ont reçu une transplantation hépatique et ont commencé à fabriquer avec le foie transplanté les nouveaux facteurs. Évidemment, on change complètement l'ambiance quand on a un nouveau foie, puisque tout d'un coup, on peut arrêter, on peut pallier au défaut de fabrication du facteur qui manque. Mais la transplantation de foie, ce n'est pas une thérapeutique simple. Ce n'est pas simplement, on dit on change le foie et puis après tout va bien. C'est une prise en charge qui a une morbidité et une mortalité importantes. 14% de mortalité en moyenne, toutes causes confondues. Et il s'agit là de changer un foie qui, par ailleurs, fonctionne bien. Aujourd'hui, la transplantation hépatique est plutôt indiquée dans les cas de cirrhose ou de maladies génétiques ou métaboliques qui font que le foie des enfants ne fonctionne pas. Donc, c'est une vraie décision difficile et qui doit être pesée au cas par cas avec une évaluation du bénéfice-risque pour chaque patient. Alors si j'ai choisi 4 cas pour l'illustrer, si j'ai encore quelques minutes.
Le premier, c'est un bébé qui arrive à 6 mois en 2003 avec un syndrome hémolytique urémique post-diarrhéique assez typique, sauf sur le fait qu'il a 6 mois. Et donc on le met en dialyse péritonéale et puis très rapidement on arrive à un diagnostic avec un déficit total de facteur H, un C3 effondré et un facteur H qui est quasiment inexistant. Et donc on le prend en charge avec des perfusions de plasma frais quotidiennes et progressivement il récupère sa fonction rénale. C'était en 2003, cet enfant a déménagé à plusieurs reprises, donc il a habité dans plusieurs villes où il y a des centres de néphrologie pédiatrique, il a toujours été pris en charge de façon continue et il a totalement récupéré sa fonction rénale. On a pu essayer d'espacer un petit peu ses perfusions de plasma, mais il a fait au moment de cet espacement une rechute vers l'âge de 3 ans et demi. Et il a fait cette rechute très précocement après une perfusion de plasma frais, ce qui nous a évidemment beaucoup encouragé à rapprocher les perfusions de plasma et à lui dire que lui était très dépendant de ce facteur H, puisqu'on peut considérer que chez lui, le système est tout le temps stimulé au maximum. Et aujourd'hui, cet enfant, il a bientôt 10 ans, il va bien, il a une scolarité normale, mais on se pose la question de savoir comment on va le prendre en charge. Il a fait une seule rechute en 9 ans, bon, il n'a pas fait d'infection grave, il n'a pas d'atteinte vasculaire, et il a une fonction rénale normale, mais comme il est apparu une protéinurie, on a fait une biopsie, on a vu que cette maladie, lorsqu'on arrive à maîtriser l'aspect de la microangiopathie, ben, il y a peut-être d'autres impacts du déficit en facteur H qui peuvent se manifester, et puis on a trouvé un début de néphropathie. Donc on se pose la question de savoir comment on va continuer à le prendre en charge. Plasmaphéreuse pour apporter encore plus de plasma, transplantation hépatique alors qu'il va parfaitement bien par ailleurs et qu'il est dépendant d'une perfusion par semaine, c'est une question difficile. Et puis jusqu'à présent on attendait beaucoup de la synthèse d'un facteur H recombinant, c'est-à-dire d'un produit qu'on aurait pu substituer complètement à son déficit. Pour l'instant je crois que ça reste encore une question, je ne sais pas si ça sera peut-être abordé tout à l'heure, mais on n'a pas de réponse de ce type-là à apporter à ce garçon. Le deuxième cas, c'est un nourrisson de 19 mois qui en 2007 arrive avec là aussi une diarrhée et puis un diagnostic de CHU qu'on fait assez rapidement chez une petite fille. Et on s'oriente assez vite vers une histoire familiale puisqu'il y a le frère de la maman qui est décédé en dialyse et 2 échecs de transplantation en Tunisie. La cousine de 9 ans qui est en dialyse en Tunisie après une première poussée de